J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve samedi 11 octobre à 14 heures pour faire un petit point de vue sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Il faut savoir que ce pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc ce que je t'invite à faire c'est s'il y a quelques petits points d'amélioration, quelques petites remarques, de me faire en commentaire un petit point, quelque chose de constructif pour forcément améliorer la dynamique de cette vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps. L'idée de cette vidéo, je vais pas vouloir rentrer dans des choses qui sont ultra complexes, etc. On va essayer de garder le sujet assez accessible. Mais je vais venir quand même expliquer, te donner des raisons, te donner des justifications. On va venir voir également si dans le passé on n'a pas eu des cas similaires, comment anticiper la chose et comment appréhender le futur vis-à-vis de ta stratégie, etc. Donc on peut déjà voir très simplement que le marché des cryptos a pris un bon gros coup. Globalement, on est dans le rouge. On a eu des grosses liquidations sur la veille qu'on va venir voir un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut savoir très simplement, c'est que hier, le marché il a subi des liquidations records après l'annonce des tarifs US supplémentaires de 100% sur la Chine qui seront théoriquement effectifs dès le 1er novembre. Donc on va venir décoder le mécanisme macro, microstructure, liquidation, les exchanges également qui ont rencontré quelques soucis, et qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper pour la semaine prochaine. Donc dans un premier temps, on va venir commencer avec qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé très simplement, c'est que Donald Trump a menacé encore une fois avec de nouveaux tarifs, et cette fois, il a annoncé des tarifs de 100% sur toutes les exportations à destination des États-Unis en provenance de Chine. Alors que son plan sur mesure consistant à marteler ses propres électeurs pour punir les nations étrangères continue de se dérouler. Donc ce qu'il faut comprendre très simplement, c'est que Trump a annoncé un tarif additionnel de 100% sur les biens chinois dès le 1er novembre en raison de nouvelles restrictions chinoises sur les éléments rares. Ok, donc ça va être sur des terres rares, ça va être très simplement des matières, donc des aimants, des semi-conducteurs, des batteries, qui sont vraiment à la base de la technologie moderne. Donc on va les utiliser pour les IA, pour les smartphones, mais également pour tout ce qui va être militaire dans le milieu de la défense. Donc on comprend très simplement que c'est des matières qui sont vraiment nécessaires pour chaque pays. Eh ben, la Chine a décidé de contrôler un peu plus leur export avec justement 5 conditions supplémentaires. Et en gros, le but, c'est vraiment de, dans un premier temps, favoriser l'utilisation de ces matières premières au sein de la Chine. Et potentiellement, voilà, si on va avoir des produits qui sont excédents, pouvoir les exporter. Mais donc, ce qu'on comprend très rapidement, c'est qu'en fait, en contrôlant leur export, la Chine, elle gagne vraiment un levier géopolitique qui est vraiment considérable. Ça va pousser les industries mondiales, mais également les marchés, à potentiellement justement anticiper des ruptures de supply chain. Okay, donc, en résumé, c'est devenu qu'un simple tarif se transforme vraiment en littéral jeu de puissance autour de ressources critiques. Et dans ce contexte, toute annonce économique ou tension politique également va faire vraiment basculer et va vraiment avoir un gros impact sur les marchés. Donc, ce qu'on va avoir, c'est très simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments rares, cette terre rare, on peut vite se dire, c'est pas grave, si la Chine décide de contrôler ces matières, elle a qu'à aller en chercher ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la Chine, elle a vraiment ce contrôle sur ces matières-là. Il faut savoir que 70 à 90% de la production mondiale est contrôlée et dominée par la Chine. Donc vraiment, ils ont ce pouvoir de dire, on veut ça, on impose ça, et on fait comme ça. C'est pour ça qu'en fait, on a vraiment cet enjeu et ce jeu de force qui est en train de s'installer avec Donald Trump. En plus de ça, est-ce que c'est tout ce qu'on a actuellement ? Actuellement, on va avoir des conditions politiques qui ne sont pas terribles. Okay, on va avoir des conditions politiques qui ne sont pas terribles, c'est-à-dire que très simplement, on va avoir le shutdown. Donc le shutdown, je pense que tu es déjà au courant, mais c'est très simplement le fait que le gouvernement américain il va fermer partiellement ses portes parce que le Congrès
il n'a pas validé le budget à temps. Sans financement, des centaines de milliers de fonctionnaires, ils vont être mis en congé forcé et seuls les services jugés essentiels, ils vont continuer. Comme, par exemple, on va avoir tout ce qui va être sécurité, mais on va également avoir tout ce qui est contrôle aérien, voilà. Vraiment, ça va être certains secteurs qui vont continuer d'exercer, mais la plupart, on va vraiment les mettre un petit peu en stand-by. Cette situation, forcément, ça va venir paralyser l'administration. Tout ce qui va être données économiques, donc tout ce qui va être PMI, GBP, enfin vraiment, tout ce qui va être annonce économique, forcément, ça va être retardé. Ça va créer une incertitude énorme sur les marchés financiers. Et forcément, parce que la Fed et les investisseurs n'ont plus les chiffres habituels, ça va être beaucoup plus compliqué de se repérer, de se dire est-ce que l'inflation est en train de réduire, est-ce qu'elle est en train d'augmenter, etc., etc. Le shutdown actuel, il faut savoir qu'il a commencé le 1er octobre 2025. Il a touché à peu près 900 000 employés et coûte plusieurs milliards par semaine. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre très simplement, c'est que c'est un blocage politique qui va se transformer en risque économique global. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les marchés, que ce soit le marché des actions, le marché des index forcément, mais également la crypto, réagit violemment ces derniers jours. Donc on comprend maintenant qu'on a d'un côté les tarifs qui viennent d'être implémentés hier, cette annonce des 100%, mais on avait déjà ce contexte de shutdown. Donc vraiment on a deux grosses conditions qui font que, voilà, on a cette incertitude qui vient réellement se mettre sur le marché. Et forcément, tu le sais très bien, on a également les guerres qui sont en train d'évoluer tout autour du monde avec forcément le conflit israélo-palestinien, le conflit Russie-Ukraine, pardon. Enfin, on a vraiment tous ces conflits qui sont quand même en jeu encore, même si on commence à avoir certaines petites améliorations, on a quand même ces questions qui restent également en suspens. Donc on a vraiment cette situation, j'ai envie de dire, de tension globale autour du globe, très simplement. Donc, après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va également avoir la Fed. On va globalement avoir toujours cette décision on continue à baisser les taux d'intérêt sur le prochain meeting, on peut le voir actuellement. Donc actuellement, on se trouve entre 400 et 425 points. Et sur le prochain meeting, on a une baisse théorique. Pourquoi est-ce que je dis théorique? Parce que tant que la baisse n'a pas été effective, on ne peut pas dire que la baisse a eu lieu. Donc pour le moment, on a une baisse théorique à 98,3% de chance. Donc qui est quand même vraiment assez élevé. Donc pour le coup, ça reste vraiment ok. Ce qu'on va également avoir au sujet de la Fed, c'est très simplement, c'est que on a un représentant de la Fed, donc Williams, qui a tendance à nous donner des petits indices sur le fait que oui, on va baisser ses taux d'intérêt, et on a quelques paroles de Powell. Donc très simplement, on va lire ce petit texte ensemble. On a Williams qui nous dit que mon point de vue est que oui, nous aurions des taux plus bas cette année, mais nous devrons voir exactement ce que cela signifie, a déclaré Williams au journal. Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait deux autres baisses de 25 points de base du taux directeur de la Fed, actuellement fixé entre 4% et 4,25%, donc c'est ce que je t'ai dit, 400 et 425 points, M. Williams a déclaré « Lorsque j'aborderai les prochaines réunions, si nous obtenons des informations globalement cohérentes avec mes précisions, à savoir une légère hausse de l'inflation jusqu'à 3% et une légère hausse progressive du taux de chômage, alors je pense que la trajectoire de la politique devrait évoluer comme nous l'attendons, c'est-à-dire continuer cette baisse des taux d'intérêt. Et donc, on le sait, une baisse des taux d'intérêt va venir favoriser le marché des actions à la hausse, mais également le marché des cryptos à la hausse. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour le marché, mais il faut voir si vraiment cette narrative de taux d'intérêt baissier n'est pas que des paroles en l'air et va vraiment se prolonger dans le temps. Et donc pour finir, Williams a souligné que la Fed s'efforce d'équilibrer sa politique monétaire pour réduire l'inflation qui reste supérieure à son objectif de 2%, tout en soutenant un marché du travail qui montre des signes de faiblesse compte tenu de l'orientation actuelle de la politique monétaire. J'ai le sentiment que nous sommes bien placés pour mener une politique légèrement
restrictive, ce qui nous aide à atteindre durablement une inflation de 2%. Donc chaque pays va essayer de globalement garder une inflation de 2% et de se rapprocher plus ou moins de ce niveau-là, et donc va prendre des mesures pour y arriver. Il y a plein de types de mesures, là n'est pas le sujet de la vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à me laisser un petit commentaire et on fera une vidéo, donc des mesures que chaque banque centrale peut faire pour se rapprocher de cet objectif. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les taux d'intérêt sont en train de baisser, on va avoir des investisseurs, quand les taux d'intérêt sont hauts, les investisseurs vont se tourner vers investir dans les obligations, etc. Pourquoi ? Parce que globalement, on prend très peu de risques et on a des beaux taux d'intérêt. Quand forcément les taux d'intérêt sont en train de baisser, on a moins de récompenses, on va avoir moins d'intérêt à venir donner cet argent, et donc globalement les investisseurs vont essayer de se tourner vers des investissements tiers, des investissements qui vont en rapporter un peu plus et en avoir réellement pour son argent. Donc on va avoir le marché des actions, on va avoir potentiellement des monnaies étrangères, on va avoir potentiellement la crypto-monnaie actuellement. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'alternatives pour venir placer et venir faire fructifier son argent. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les taux d'intérêt, quand ils sont hauts, les gens ne vont pas prendre de risques et vont venir se placer et venir garder son argent et profiter des taux d'intérêt qui sont hauts. Mais lorsque les taux d'intérêt sont bas et commencent à diminuer, se placer dans les 3%, etc., il n'y a plus d'intérêt de vouloir juste faire fructifier son argent avec ce taux d'intérêt. Donc on va chercher des alternatives comme les actions, etc. C'est pour ça que lorsqu'on a les taux d'intérêt qui sont en train de baisser, on a généralement un marché des actions qui peut profiter d'une hausse, un marché des cryptos qui peut profiter d'une hausse. Enfin voilà. Donc ça, c'est concernant la Fed. Globalement, on a toujours ce point de vue de on continue à baisser ses taux d'intérêt, on continue à potentiellement avoir cette narrative. Et comme je te l'ai dit, la seule question qui va être en suspens, c'est est-ce que ça va être réellement le cas ou non. Maintenant, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet, la crypto-monnaie. On a eu une soirée historique, sur le marché de la crypto-monnaie. On a eu en 24 heures pas près de 19,37 millions de liquidation. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme. On a eu pratiquement 20 milliards de liquidation sur 24 heures, dont 17 milliards qui sont pratiquement des longues. Donc ce qu'il faut savoir déjà, donc je pense que tu le sais, mais au cas où, si tu tombes sur cette vidéo par curiosité et que tu ne sais pas ce que c'est long ou court, très simplement, long c'est sur le fait que tu as une position et que tu vas venir spéculer sur le prix de l'actif qui va monter. Donc tu vas partir du principe que le prix du Bitcoin va monter. Donc tu vas prendre une position longue et tu vas gagner de l'argent lorsque par exemple tu as acheté le Bitcoin à 50 $ et que le Bitcoin va se trouver à 80 $, le prix l'aura monté. Donc tu auras pu spéculer sur cette hausse, tu auras pris une position longue. Si tu avais pris une position courte, c'est-à-dire short, tu aurais spéculé sur le prix de la baisse, sur le fait que le prix du Bitcoin va baisser. Donc très simplement, on comprend que quand tu as une journée de gros crash, de grosses baisses comme on a eu hier, forcément, ça va être les longues qui vont venir se faire déglinguer, très simplement, qui vont venir se faire liquider. Donc, pourquoi est-ce qu'on a autant de liquidations ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'arrivée des institutions, avec l'arrivée des ETF, etc., on a eu énormément de liquidités qui est arrivée sur ce marché. Donc forcément, on a eu de nouveaux acteurs, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, c'est très bien de se dire que voilà, on a le marché qui monte, qui travaillait sur les ATH, comme on va voir après sur un graphique. On avait le marché qui travaillait sur les ATH. Donc ça, c'est très bien, donc tant qu'on a le marché qui monte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que très simplement, les périodes où on va avoir des marchés qui sont baissiers, des périodes de mouvements baissiers violents, impulsifs, on va avoir beaucoup plus d'acteurs qui vont venir se faire liquider. On va avoir beaucoup plus d'acteurs qui vont venir perdre de l'argent. Donc forcément, cette journée où 17 milliards de longues ont été exécutés, ont été liquidés, c'est causé par le fait que on a de nouveaux acteurs qui sont venus sur ce marché. Donc globalement, on a eu 5,39 milliards de liquidations sur Bitcoin, et donc tu peux voir très simplement 4,69 milliards c'était des positions longues, donc des positions à la hausse. On avait
4,44 milliards sur Ethereum, Solana, autres. Et globalement, au niveau des exchanges, on va avoir Hyperliquid qui est vraiment la plateforme où on a eu une quantité massive de liquidation longue. 90,48% de longues qui ont été liquidées pour une valeur de 9 milliards. C'est juste énorme, c'est juste monumental. Et ça nous rappelle également la place que possède Hyperliquid dans cet environnement. En la suite, on a Bybit, Binance, OKX, etc. On verra également par la suite voir que on va avoir certains exchanges qui ont eu des problèmes de transaction, des problèmes de fluidité de transaction. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu beaucoup trop de volume, beaucoup trop de flux en même temps. Donc on a réellement eu sur le marché cette notion de purge massive. Quand je dis purge, c'est-à-dire de reset, pardon. On a vraiment globalement toutes les personnes qui étaient en longue avec des effets de levier qui se sont fait sortir. Ok ? Ça a été juste à la suite de l'annonce des tarifs de 100% pour te en rappeler. Donc maintenant, je vais juste te faire un récap sur l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est ? Si tu sais pas ce que c'est, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un effet de levier, c'est quelque chose qui te... Enfin, c'est quelque chose... C'est un mécanisme, qui te permet de contrôler une position plus grande que ton capital réel. Donc par exemple, avec un levier x10, 100 dollars te permettent de trader comme si tu avais par exemple 1000 dollars. Tu peux ouvrir une position qui a une influence de 1000 dollars. Mais attention, ce qui amplifie les gains va venir amplifier les pertes également. Si le prix bouge seulement de 10% contre toi, ta position est liquidée et tu perds tout ton capital que tu as engagé dans ta position. Et c'est exactement ce qu'on a eu quand on a énormément de personnes qui viennent jouer avec des effets de levier et qu'on a des mouvements violents qui partent à la baisse. C'est là qu'on va venir liquider. Il suffit que le marché commence à se déplacer. Oui, quand on a des journées qui sont classiques, le prix va varier de 1 ou 2%, ça reste OK. Mais on va venir voir après en graphique ce que ça va représenter sur un graphique la journée d'hier. Quand tu commences à avoir le marché qui commence à partir de 5, 10, 15, 20%, et sur certaines cryptos, ça va beaucoup plus que 20%, mais quand on commence à vraiment avoir cette amplitude qui s'étire, eh ben forcément, on va venir déclencher, on va venir liquider énormément de positions dont du levier était impliqué. Ok ? Et quand des milliers de traders, forcément, ils utilisent le levier en même temps, eh ben, un moindre mouvement, on va comprendre que ça va être cet effet boule de neige, très simplement. Il suffit que le marché s'accélère un peu, on va venir liquider des positions, et forcément, on vient liquider, et on va enchaîner, et ça va être vraiment cet effet boule de neige, ce qui crée généralement ces mouvements très vite, très soudains, et c'est très, très, très grande mèche. Donc, en résumé, très simplement, c'est que oui, le levier, c'est un outil puissant, à double tranchant, surtout quand tu ne connais pas réellement bien ce marché, donc attention avec ton exposition, mais tu vas venir voir comment, sur la journée d'hier, le levier a été globalement puni pour toutes les personnes qui ont utilisé des leviers en longue. Donc au niveau des exchanges, très simplement, je voulais juste te faire une petite parenthèse. J'ai pas de visuel, j'ai pas trouvé d'article ni rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est très simplement qu'on a eu énormément, on a eu plusieurs plateformes majeures, donc Binance, Bybit, Coinbase par exemple, qui ont connu des pannes, des ralentissements, des ordres qui ne se déclenchaient pas, des liquidations en retard, des prix qui bougeaient sans que les traders puissent réagir. Pourquoi ? Parce que très simplement, ce que tu dis, tout a bougé très vite, tellement de flux, tellement d'acteurs, tellement d'ordres qui passaient, qui se déclenchaient en même temps, tellement de liquidations que les plateformes ont juste perdu le fil des transactions. C'est typique des grosses secousses de marché, les serveurs ils saturent, les systèmes de liquidation se bloquent et ça crée encore plus de panique. Et c'est ce que je te disais très simplement, un effet boule de neige où les liquidations accélèrent très simplement cette chute et viennent un petit peu pas l'amplifier, viennent très simplement l'amplifier. Donc maintenant, on reviendra juste par la suite sur cette petite page qui va être très simplement ce qui va avoir par la suite. Maintenant, on va venir juste regarder graphique. Qu'est-ce que ça nous donne ? Tout de suite, on se retrouve sur Nasdaq à gauche, S&P à droite. Donc Nasdaq, qu'est-ce que ça va être ? Les 100 plus grosses boîtes de tech et le S&P, les 500 plus grosses boîtes des États-Unis. Très simplement, on peut voir que globalement, là je pourrais me mettre ici, mais tu peux voir que le Nasdaq sur la journée de vendredi a connu une baisse de 4,84%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que globalement,
même si tu n'y connais pas grand-chose au marché financier, même si tu n'es pas un trader très actif ou que voilà, tu es tombé par hasard sur cette vidéo et que bah, au final tu y es resté, il ne faut pas avoir fait énormément d'études ou avoir des connaissances très poussées pour comprendre que ce mouvement-là, comparé à tout ça, c'est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque petit rectangle qu'on appelle une bougie japonaise va avoir des informations, va nous transmettre des informations. Et là, chaque bougie japonaise va représenter la variation de prix sur une journée. Donc là, par exemple, le prix, il a varié de cette amplitude-là au cours de cette journée. Et on voit très simplement que globalement, elles ont toutes plus ou moins la même amplitude. Oui, forcément, ça va changer, mais on reste dans la même moyenne. Par contre, sur la journée d'aujourd'hui, tu peux voir que on a quelque chose qui a vraiment changé. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a eu un impact, qu'il s'est passé quelque chose sur les marchés, et que globalement, en une journée, on est revenu à un prix qui était juste ici, de 28 jours. En une journée, on a effacé une progression à la hausse de 28 jours. Okay, pareil pour le S&P. On va avoir le S&P qui a connu une baisse de 4%, qui est vraiment également quelque chose d'important. Et si on va être plus précis, 3,91% sur la journée même. Et globalement, le S&P a pareil ravalé une hausse de 35 jours. On a vraiment des grosses baisses qui ont été significatives. Après, la petite chose qu'on va venir faire, c'est prendre cette baisse en perspective. Est-ce que toute la narrative a changé? Est-ce qu'on n'est plus haussier, etc., etc. Maintenant, ce que je voulais qu'on vienne voir, ça va être un peu plus d'un point de vue des cryptos. On a le Bitcoin sur la journée de la veille qui a perdu 15%. Ok, donc 15%, c'est énorme. Il était à 122 000, il a clôturé à 113 000 et il est allé visiter un plus bas à 105 000. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une grande variation. Ce que j'ai été quand même assez bien surpris, c'est que globalement, on voit que le Bitcoin maintenant, avec l'arrivée de nouvelles institutions, de nouveaux players, etc., résiste beaucoup plus, va être beaucoup moins volatile que dans les années passées où on avait vraiment cette notion de mouvement qui est vraiment impressionnant comme on va voir sur d'autres cryptos. Là, globalement, oui, on a de la belle amplitude, on a une variation de 15% qui est quand même énorme, mais on aurait pu, sur des années passées, avoir des changements de prix qui auraient été beaucoup plus importants. On pourrait facilement, sur la journée, aller chercher une baisse de 20, 30, 40% facile. Globalement, on va avoir également le Solana qui hier a eu une baisse de 24,33%. On va avoir également l'Ethereum qui a eu une baisse de 21,31%. Le BNB qui a eu une baisse de 31,39%. On va aller faire un tour un petit peu des altcoins. On a eu le Cosmos, donc Atom, qui a eu une baisse de 100,04%. C'est juste monumental. Pour le coup, il faut savoir que forcément, là, la mèche, c'est ce que je te disais, on a eu des bugs sur les exchanges, donc toutes les mèches n'ont pas été exécutées. Okay, on n'a pas réellement eu cette variation parce que forcément ce n'est pas possible. Mais globalement, ce qu'on comprend très simplement, c'est que quand même on a eu de la variation sur Atom. On voit l'amplitude, c'est quand même du grand n'importe quoi, une variation de moins 100%. On a eu également Fetch avec un moins 78%. On voit que c'est pareil. On a une grande mèche. Ça ne veut pas dire que le prix du Fetch est arrivé à son plus bas qui était à 0,113 parce que comme on a dit, il y a certaines mèches qui ont apparu, mais les ordres qui n'ont pas été déclenchés en raison des bugs des plateformes. Donc attention aux mèches, mais globalement ce qu'on voit c'est qu'on a eu une énorme volatilité. Et Tao qui a connu un moins 64,83%. Donc on comprend très simplement que ça a été une journée destructrice sur les marchés, que on a eu cette baisse qui a commencé, que globalement, on est venu chercher tout ce qui était liquidité qui résidait plus bas. Donc voilà un petit peu au niveau des gros players de la crypto, on voit que ça tient quand même beaucoup plus le coup, et quand on va sur les altcoins, on peut voir des choses qui sont vraiment impressionnantes, des variations qui sont très très violentes, mais encore une fois c'est pareil, si on regarde déjà ce qui est en train de se passer, on peut regarder Tao le retour. Sur la journée d'hier, il est à 347. Oui, factuellement, si on regarde la mèche, il est à 140. Il est déjà de retour à 316. Le Fetch, pareil. Sur la journée d'hier, oui, on a eu cette baisse globalement. Sur la journée d'hier, on était à 0,493.
on est déjà à 0,427. On voit que globalement, ça revient plutôt bien pour tous les gros actifs. On a Bitcoin qui revient aux alentours des 112 000, Solana vers 183, Ethereum 3842, et on a BNB qui revient vraiment bien. Pour le coup, BNB, oui, on est venu chercher un petit peu plus bas, mais on reste très très haut pour cet actif BNB qui montre cette force qu'il est en train de nous montrer depuis ces derniers temps. Maintenant, on va venir faire un point un peu plus technique, un peu plus technique sur qu'est-ce qu'on a sur le marché. Est-ce que les narratives ont changé? On va se concentrer un peu plus, vu que sur cette chaîne, on le sait, on n'est pas des chaînes crypto. Là, c'était très important que je fasse un point crypto, vu l'impact que ça a eu. Mais on est sur une chaîne focalisée beaucoup plus sur les index, S&P et Nasdaq. Donc on voit globalement ça se ressemble. Ce qu'on va avoir, c'est que on a un retour uniquement à mes yeux. Oui, si on va sur du daily, oui, si on va sur des petites unités de temps, on va avoir des mouvements baissiers qui sont impressionnants, qui font peur, etc. Dans ce genre de situation, prends du recul. Ok? Va sur des grosses unités de temps. Viens sur ton weekly, viens sur ton daily. Honnêtement, même le daily, c'est pas assez grand. Viens prendre du recul. Viens sur ton weekly, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment la narrative a changé? Là, tu peux voir globalement, on a toute cette hausse. Oui, on a une belle bougie baissière qui s'est formée sur la semaine avec cette dernière journée. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a? On a juste un retour dans ce fair value gap busy, qui est très simplement le fait qu'on a cette bougie qui passe uniquement à la hausse et que le haut de cette bougie et le bas de cette bougie ne se touchent pas. C'est ce qu'on vient imager avec un fair value gap haussier dans notre cas. On a en retour, on vient toucher le bas de notre fair value gap, donc venir repricer cette inefficacité. Et globalement, on a la clôture qui se fait au niveau haut du busy. Donc on n'a rien. En dessous, on va également avoir ce busy juste en dessous. Donc à voir si la baisse veut continuer pour venir reprice le busy qui se trouve juste en dessous de celui-ci. Et on va également avoir ce propulsion block. Pourquoi? Parce que je vais avoir cet order block qui vient dans un order block, propulsion block. Et donc le cours d'ouverture va m'intéresser. Donc globalement, à mes yeux, pour moi, oui, on a eu du mouvement baissier. La narrative haussière, peut-être qu'à court terme, elle va venir prendre une pause. Peut-être qu'on va avoir un sommet intermédiaire. Mais globalement, on voit que des niveaux qui sont respectés. On vient toucher le haut et on vient clôturer dans la partie haute. On n'a pas un mouvement qui vient tout englober. Si je regarde ce graphique, je peux pas dire que ce graphique il est baissier. Donc attention à venir bien prendre du recul et à vraiment se demander où on en est actuellement sur le marché. Pareil pour le S&P, honnêtement, on va pas y passer 36 000 ans parce que c'est très similaire. On va avoir ce fair value gap busy, le marché qui est venu reprice les deux, qui clôture juste au-dessus. En dessous, on va avoir ce propulsion block. Pourquoi? Parce que order block. Lorsque un order block vient dans un order block, ça se transforme en propulsion block. Un propulsion block va avoir des caractéristiques un petit peu différentes. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est vraiment pour globalement avoir ce point de vue. Mais si tu prends du recul, c'est pareil. On peut pas dire que ce marché est baissier et qu'on a fait un sommet et qu'on rentre dans un bear market. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Mais globalement, si tu veux en apprendre un peu plus sur les concepts que j'utilise, que ce soit les busy, les propulsion block, etc., je t'invite à venir regarder les vidéos sur ma chaîne que je propose sur le mentorat. On continue. Globalement, ce que je voulais qu'on parle, c'est est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça? Absolument pas. Il faut savoir que on a eu des moments déjà dans le passé où le marché a connu ce genre de baisse, a connu ce genre de tension. Il faut savoir que en 2018, lors du premier mandat de Trump, on a eu quelque chose d'à peu près similaire avec un début de guerre commerciale qui s'est passé en décembre. Donc en décembre 2018, on a eu le début de la guerre commerciale qui a venu créer de la volatilité, qui est venu créer du stress. On a Trump qui, dans un premier temps, a imposé 50 milliards de dollars de tarifs sur les produits chinois. On peut voir que globalement, ça a créé à plus ou moins court terme une petite baisse. On a eu les tarifs qui sont entrés en vigueur, mais qu'on voit que globalement, même si les tarifs sont entrés en vigueur, ça n'a pas ralenti le marché. On a eu cette baisse. Et puis globalement, au courant de l'année 2018, fin de l'année 2018, on est arrivé au mois de décembre avec un beau petit crash qui a très simplement été causé par l'escalade des tarifs, le ralentissement chinois, hausse des taux de la Fed. On a vraiment eu un petit peu ce contexte où on a plusieurs raisons qui viennent s'accumuler. Donc des tarifs qui viennent s'accumuler, mais en même temps, une hausse des taux de la Fed,
En même temps, un ralentissement de la production chinoise. Enfin, vraiment, on avait plein de choses un petit peu comme ce qu'on a eu. On a eu vraiment cette belle baisse, ce beau mini crash. Pour moi, je l'appelle un mini crash parce qu'on a quand même eu une baisse de moins 18% sur le S&P en une période de globalement un mois, donc qui est assez court. Et puis, on voit que globalement, après, ça n'a pas été quelque chose qui s'est implémenté dans le temps. On a vraiment eu cette notion de pivot et on voit que sur le mois de janvier qui a suivi, on a vraiment eu ce rebond massif qui est à terme venu retravailler sur nos ATH qui se trouvaient juste ici. Et très simplement, ça a été causé par quoi? Par ce fait que la Fed avait pivoté, a décidé de venir avoir une politique monétaire qui était un peu plus cool, très simplement, qui viennent réduire ces taux d'intérêt. Et comme on a dit, quand les taux d'intérêt viennent se réduire, on a ce mouvement qui va être favorisé à la hausse sur les actions, sur les index, sur les crypto-monnaies, etc., etc. Et donc, on a eu ce pivot de la Fed qui s'est fait au mois de janvier, et puis on a eu des négociations qui ont repris avec la Chine, et globalement, on peut voir qu'on s'est allé très rapidement vers la hausse pour venir ravaler ce mini-crash de décembre, et à terme, en quelques mois, venir travailler sur les précédents ATH. Donc, ce qu'il faut comprendre très simplement, c'est que c'est pas la première fois qu'on a des moments de tension. Déjà, on avait Trump qui avait dit, il me semble, que hier, il ne voulait pas de discussion avec le président chinois et que déjà, une fois que dans la soirée, je pense, il a vu un peu l'impact que ça a eu, il a dit que la discussion était ouverte et qu'il n'avait pas annulé finalement son rendez-vous avec le président chinois. Donc, on a vraiment cette notion de, oui, il y a quelque chose qui est dit, à prendre avec du recul, ok ? À prendre réellement avec du recul de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. On a déjà connu des situations un petit peu similaires. Certes, sur la crypto, ça a été une soirée historique hier, mais encore une fois, je te le répète, c'était une soirée historique parce qu'on a des nouveaux acteurs sur le marché. En 2018, on n'avait pas du tout cette maturité-là que l'on a aujourd'hui sur le marché crypto. Aujourd'hui, on a vraiment eu cette maturité en plus. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Et on a des conditions qui ont été réellement similaires dans le passé. Donc l'idée, ça va être de potentiellement prendre ce recul, venir réfléchir sur cette décision. Mais généralement, j'ai envie de dire que l'histoire, elle va globalement nous montrer que pendant des crises, on va avoir vraiment cette phase de choc qui va être vraiment le moment de panique, de liquidation, de vente forcée. C'est clairement celle qu'on vient de vivre. La liquidité, les plus de 19 milliards de liquidités sur 24 heures. Puis après, on va avoir un peu plus cette phase de stabilisation où le marché va intégrer la nouvelle, la volatilité va se calmer, les prix vont se consolider. Et c'est souvent là que les opérateurs les plus disciplinés, ils vont se replacer, racheter à des niveaux clés, etc. Généralement, c'est eux qui vont à terme avoir les plus gros gains. Et puis après, on va avoir cette phase de réévaluation, j'ai envie de dire. Quand la macro va se préciser, on va avoir les résultats, on va avoir réellement des impacts, que ce soit géopo, etc. Donc par exemple des décisions de la Fed, des réactions entre la Chine et les États-Unis. Là, dans notre cas, on va avoir les résultats des banques, etc. Et c'est là, généralement, où on va avoir des gros flux qui vont venir se repositionner et qu'on va pouvoir voir le marché ravaler ce crash qu'il a eu dans le passé. Donc après, globalement, au niveau du Bitcoin, on peut voir ce qu'on a eu globalement. Oui, on a cette bougie massive qui a été baissière, mais globalement, ce qu'on a très simplement, on avait le prix qui avait déjà reprice ce fair value gap busy, on a celui-là juste en dessous, et on a le prix en fait qui est venu dans cette range de bougie, dans cette order block, dans ce cours d'ouverture juste ici, et globalement, on a eu ce signe de rejet avec cette mèche en niveau weekly, mais en niveau weekly, c'est pareil, on ne peut pas dire que l'on est baissier encore, c'est beaucoup trop tôt. Oui, on a cette notion de prix qui ont beaucoup baissé sur la journée de la veille, mais toujours venir prendre ce recul. Encore une fois, je vais t'inviter à aller sur des unités de temps un peu plus grosses lorsque l'on a ce genre d'action sur le marché, même si tu n'en as pas forcément l'habitude, c'est bien de venir prendre ce recul. En daily, globalement, on a eu le travail sur l'ATH qui a été très très récent. Donc on a eu l'ATH qui a été travaillé le 5 octobre. Le 5 octobre et le 6 octobre, on est venu faire à nouveau un ATH. On avait énormément de liquidités qui allaient résider sous ce creux-là. Et sous ce creux-là, on peut voir que globalement, le marché a commencé à tourner et très rapidement s'est déplacé vers ce niveau de liquidité-là, a avalé tout le sell-side liquidity. Donc le sell-side liquidity, globalement, ça va être le stop-loss de toutes les personnes qui vont être en long avec des leviers, etc., qu'on est venu liquider. Globalement, ça a été les 17 milliards de personnes liquidées, donc qui se trouvaient soit par ici, ou soit sous là-dessous, ou soit là-dessous.
On est revenu dans cette range de bougie baissière juste en dessous, confluence avec ce fair value gap busy. On est venu dans un order block et on voit que globalement, la réaction, techniquement, elle est parfaite. On a eu une réaction parfaite, prise de liquidité, rejet, on est venu directement réintégrer ce range. Donc pour moi, pour le coup, c'est pour ça que oui, on a eu cette grosse baisse, cette massive, donc oui, pendant la soirée, mais encore une fois, il faut être humain. Moi, je vais complètement l'avouer et être honnête avec vous, hein, et être honnête avec toi. Oui, quand j'ai vu ces mouvements de marché, j'avais eu des alertes qui commençaient à sonner sur le téléphone, etc. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passait? Oui, on a là les émotions qui peuvent prendre le dessus, mais la question, ça va être vraiment de prendre un coup, prendre le temps de respirer, venir l'étudier, venir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on respecte des niveaux? Est-ce que quelque chose a complètement changé? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est juste un crash passager, etc. Venir vraiment se poser des questions et prendre le temps de comprendre. Globalement, là, mes yeux, on n'a rien cassé, on respecte les niveaux. Mais ce qu'il faut très simplement comprendre, c'est qu'on était en train de travailler sur des ATH durant un contexte de guerre. Globalement, autour du monde, on avait plusieurs conflits de guerre. On avait également une politique, donc au niveau de la politique, que ce soit le shutdown, mais également ce qui est en train de se passer en Europe. Globalement, tout autour du monde, on a des situations politiques qui ne sont pas adéquates à venir travailler sur des ATH. Et globalement, on a eu les tarifs qui sont venus hier mettre un petit peu cette cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Et c'est ce qui a fait très simplement qu'on a eu cette vague baissière, mais qui à terme pourrait être quelque chose d'assez sain d'avoir eu ce reset honnête sur le marché. Pourquoi pas avoir eu ce reset et pourquoi pas repartir après à terme quand les choses reviendront un petit peu mieux, reviendront un peu dans l'ordre, repartir sur des prix plus hauts, mais des fois des resets comme ça sur le marché, c'est très intéressant de les voir. Et encore une fois, de venir se positionner généralement quand le marché saigne. L'idée, c'est de venir se positionner quand on a de la liquidité qui est prise, quand on a de la liquidité sell-side. C'est quelque chose que j'en parle tout le temps dans ma chaîne, que je suis en train d'organiser un atelier que tu peux aller voir sur mes réseaux si ça t'intéresse. Comment venir très simplement investir en crypto en uniquement regardant les liquidités. Et ben donc là par exemple ça aurait été des positions qui viennent se prendre ce niveau de liquidité. Ben voilà, moi j'ai repris quelques petites positions encore une fois. Pourquoi est-ce que j'ai repris quelques petites positions? Parce que très simplement j'avais gardé de la liquidité. L'idée va être de se dire qu'on ne vient pas s'exposer tout le temps à 100%. Pourquoi? Ben parce que si on vient faire un all-in forcément et qu'on n'a pas d'argent de côté, etc., quand on voit ce genre de baisse, on peut facilement être assujetti à venir faire des décisions psychologiques, des décisions de peur, etc. Donc toujours garder un petit bag sur le côté au cas où et ne pas avoir l'argent qu'on investit vraiment dans le besoin. Donc juste globalement, pour ce qui va être de la suite, les niveaux à venir vérifier, à venir suivre, ça va être ces niveaux globalement. Regardez ce fair value gap daily, cet order block daily, est-ce qu'on a vraiment ce rejet, est-ce qu'on reste à réintégrer cette range? Ça, ce sera globalement pour le Bitcoin. Au niveau de S&P et au niveau de S&P et Nasdaq, potentiellement continuer un petit peu ce retracement et pourquoi pas revenir dans ces ranges d'order block pour la suite. Mais ce qui va être globalement le jeu pour la suite, ça va globalement être les earnings. On arrive vraiment sur le résultat des entreprises sur la semaine prochaine avec pas mal qui arrivent. Globalement, mardi, on va voir tout ce qui va être banque avec JP Morgan, Goldman Sachs, etc., BlackRock. Donc vraiment pas mal de choses qui vont être intéressantes. Donc là, pour le moment, à mes yeux, ça qui va venir jouer sur la semaine prochaine. Donc à regarder, de voir un petit peu comment tout ça va venir se dérouler par la suite et forcément également garder un œil sur la Fed. Est-ce qu'on continue sur cette politique monétaire où on veut continuer à baisser les taux d'intérêt? Est-ce qu'on a quelque chose de majeur qui change? On devrait venir valider cette baisse des taux. Et si on vient continuer dans cette dynamique-là, ça pourrait être réellement positif sur les marchés à plus ou moins long terme. On a toujours le fait de pricer 2 cuts d'ici la fin de l'année. Encore une fois, pour le moment, c'est conditionnel et ça va venir réellement dépendre de l'inflation et de l'emploi. En tout cas, ce que je voulais juste très simplement te rappeler sur cette vidéo, c'est que ce genre de journée, ça va très simplement nous rappeler une vérité simple. C'est que le trading, c'est pas une course. C'est pas le but d'être le plus rapide, mais ça va être réellement un jeu d'endurance. Quand tout bouge trop vite, c'est le vrai professionnel, il va vraiment se démarquer par... Il va arrêter de cliquer. Il va pas vouloir cliquer le plus possible. C'est celui qui va savoir attendre, observer et accepter de rien faire quand les conditions ne sont pas alignées, de se poser des bonnes questions, de venir prendre le temps d'étudier, de comprendre la situation pour prendre des décisions aguerries à la suite. Les mouvements violents,
les liquidations massives, ça crée toujours forcément une envie de rattraper le marché, de se dire que putain, si j'avais vendu là, si j'avais pris cette position-là avec un levier de temps, j'aurais fait ce montant-là. C'est pas comme ça que ça va marcher, parce que c'est clairement ce genre de raisonnement-là qui va faire que tu vas griller des comptes, que tu vas griller ton capital. L'objectif, c'est pas de gagner le jour du crash, c'est pas le gagner le 10 octobre, d'avoir fait 100 000 euros. Non, c'est pas ça le but. Le but, ça va être de garder ton capital intact pour que le jour où la clarté revient, tu sois en capacité de revenir sur le marché et entre guillemets plus fort que jamais. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher le trade miracle. Ne monte pas ton levier à fond, ne cherche pas d'aller chercher un levier de 50, 200, la plateforme qui te propose le plus gros levier, absolument pas. Dans ces phases-là, le risque principal, ça va être la perte d'argent, la perte de lucidité. Et il faut savoir une chose, c'est que le marché, il ne va jamais récompenser la précipitation. Il récompensera toujours la patience et la discipline. Et une dernière phrase, c'est que le capital, c'est ton capital à toi, ça va être ton outil de trading, alors protège-le. En gros, voilà. Donc ça, c'est un peu tout pour qu'est-ce qu'on a eu sur la journée d'hier, sur cette journée historique de liquidation monumentale. Je tenais à faire un petit récap parce que pour moi, ça me paraissait important que tu aies mon point de vue là-dessus, ce que j'en pense. Mais globalement, je pense pas qu'on ait eu un énorme pivot, qu'on rentre dans une période de bear market pendant 2 ans, etc. Je pense qu'on a eu une période de liquidité qui crée énormément de peur, mais généralement, c'est à ce moment-là qu'on a des très très belles opportunités qui se dessinent. Encore une fois, les opportunités à venir les étudier. Il faut savoir que tu n'es pas obligé de venir participer à ces opportunités. Si tu débutes, des opportunités, tu en auras aujourd'hui, tu en auras demain, tu en auras la semaine prochaine, tu en auras l'année prochaine, il y en aura tout le temps. Prends le temps de te former, prends le temps de prendre des décisions aguerries, avisées. Mais globalement, je pense pas qu'on est entré dans un bear market. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On a beaucoup trop d'indicateurs à venir surveiller. Une baisse des taux d'intérêt viendrait forcément pencher sur un marché qui repartirait à la hausse. Il suffit que, pareil, les décisions, le rendez-vous entre la Chine et Trump se passe un petit peu mieux et qu'ils trouvent un petit accord pour que on se rende compte que finalement, c'est 100%, ce sera pas vraiment 100%, mais potentiellement 50%. Mais donc, ce serait déjà une bonne nouvelle parce que ça viendra adoucir. Enfin voilà, on a pas mal de choses à surveiller. Je pense qu'hier, on a eu une panique, comme ça arrive généralement sur les marchés quand on a une mauvaise nouvelle. Mais je pense pas que c'est la fin du monde. Donc à voir ce qui va se passer pour la suite. Ce que je t'invite à faire, c'est venir, si ça t'intéresse, rejoindre mon Discord. C'est 100% gratuit. Tu peux discuter avec une communauté de traders. Et comme ça, je te tiendrai informé de ce que je pense. Et si ça te plaît, si je vois que cette vidéo a plu, je pourrais potentiellement continuer de faire des vidéos dans ce format-là. Mais surtout, pourquoi pas faire un petit point d'ici une semaine ou 2 semaines, si ça t'intéresse, de comment les choses ont évolué, qu'est-ce qui a bougé vis-à-vis de tout ça. Forcément, s'il y a eu des évolutions, si rien n'a changé, ça sert à rien. Mais en fonction de si on a eu des évolutions ou quoi, et que ça t'intéresse, pourquoi pas venir te faire un petit récap. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. S'il y a quelques petites choses, quelques petits couacs, je t'invite à me faire des remarques constructives en sachant que je t'ai fait cette vidéo très rapidement. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était important que tu aies toutes les informations clés en main pour pouvoir te préparer à la suite, potentiellement profiter de cette opportunité pour venir enrichir ton bag, venir prendre des positions à des prix plus intéressants. Mais donc voilà. En tout cas, je te souhaite un très bon week-end et sinon, je pense qu'on se reverra lundi sur les marchés. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. À plus.